vous êtes présidente de la commission transport du Parlement européen. Vous nous faites le plaisir et l'honneur d'intervenir aujourd'hui au Forum Smart City Paris pour parler un petit peu de la ville zéro carbone. Alors, juste commencer par une question d'actualité. Vous savez, en France, il y a pas mal de sujets autour du carburant. Il y a eu pas mal d'événements sur les gilets jaunes. Est-ce qu'aujourd'hui, les Français sont un peu schizophrènes? Parce que d'un côté, le carburant est trop cher, mais d'un autre, il faut une fiscalité écolo. Qu'est-ce que vous en pensez? Quelle est votre position sur le sujet? Je crois, merci pour cette invitation, je crois qu'on est tous schizophrènes. On est 80% à dire il faut que la priorité des priorités, ce soit l'environnement et l'écologie. Et lorsqu'on parle de fiscalité, eh ben, on n'est absolument pas d'accord pour la hausse de la fiscalité, alors que, je suis désolée, mesdames, messieurs, nous n'aurons pas le choix puisque ce sont des énergies fossiles. Et les énergies fossiles, demain, il va falloir les laisser dans le sol et vite travailler des alternatives. Donc là, moi, je dis juste une chose, c'est que la fiscalité écolo ne peut être appliquée que si elle est juste. Et le problème, c'est que parfois, elle n'est pas juste. Je vous donne un exemple très concret. Est-il juste que quelqu'un qui habite Paris, qui utilise ce qu'on appelle un SUV, paye la même augmentation de carburant que quelqu'un qui est dans une zone rurale ou du périurbain, qui n'a pas d'alternative, qui paye la même hausse? Ben non. Alors, il n'y a pas de progressivité comme dans l'impôt, notamment sur cette fiscalité écolo. C'est la raison pour laquelle, moi, je crois que les Français ont compris l'enjeu environnemental, mais encore faut-il que les recettes et l'ensemble des recettes de ce rééquilibrage entre l'essence et le diesel aillent réellement dans la transition énergétique. Et quand je regarde les chiffres, c'est pas beaucoup. Mais aujourd'hui, tous les transports sont carbonés, hein, que ce soit l'avion, le train, le transport maritime. Je sais que vous militez pour qu'on applique enfin des taxes sur le transport maritime et une taxe kérosène. Vous m'avez déjà parlé de ce sujet. Mais même la voiture électrique, dans certains pays, elle est alimentée aussi par des énergies fossiles. Je pense à l'Allemagne. Alors, comment on fait? À la Chine aussi. À la Chine, absolument. C'est pourquoi l'avenir, et quand on se projette dans la mobilité du futur, il ne faut pas penser à une seule énergie. Il faut penser à un mix énergétique, déjà. Quand on parle de la voiture électrique, on doit regarder aujourd'hui un véhicule dans son cycle de vie. En général, on ne regarde pas son cycle de vie. Une voiture électrique, il est vrai que c'est moins polluant en termes d'émissions, mais on va avoir des problèmes de recyclage des batteries et de sa construction. Premier élément. Deuxième élément, quand je parle d'un mix énergétique, on parle de l'électrique, ce n'est pas forcément issu notamment du nucléaire et du charbon. On peut faire demain beaucoup plus d'énergie renouvelable et on est à la veille de cette COP24. On n'a toujours pas, nous, la France, atteint notre objectif d'énergie renouvelable d'ici là, 2020, c'est demain. C'est 23%, on n'y est toujours pas. Donc il faut mettre l'accélérateur sur le renouvelable. Et ensuite, il y a les innovations, il y a l'hydrogène qui arrive, il y a le gaz qui est là. Et tout ça fera en sorte que la mobilité de demain sera sur un nouveau mix énergétique. La véritable question, elle est très intéressante parce que vous me dites, mais l'Allemagne et moi je vous parle de la Chine, c'est que l'Europe doit s'emparer d'une nouvelle thématique. C'est qu'aujourd'hui, il faut revoir réellement notre industrie automobile. Il faut remettre à plat cette industrie automobile. Il faut l'envoyer vers le futur puisque demain, la mobilité, elle sera bas carbone, inclusive. Inclusive, ça veut dire doit être accessible à tout le monde, quel que soit son territoire. Parce que vous avez vu, hein, vous avez aussi un iPhone, j'ai vu tout à l'heure. Tout le monde a un smartphone. C'est hyper bien, le smartphone. Sauf qu'il faut faire attention, tout le monde n'a pas un smartphone. Donc, la mobilité inclusive doit prendre en compte toutes les fractures générationnelles, les fractures de territoire, mais aussi, justement, l'accessibilité, parce qu'il y a des personnes qui n'ont pas les moyens ou alors ils ne sont pas desservis. Le troisième défi, c'est la mobilité connectée. Je pense qu'on va en parler tout à l'heure, peut-être. Et je pense que ça va être un grand défi. Tout le monde
parle de voitures autonomes. Et quand on regarde à l'échelon européen, n'oubliez pas l'Europe, c'est que nous, on est déjà un peu en avance. On ne parle pas de voitures autonomes, mais de véhicules autonomes. Mais, Madame Lely, vous parlez effectivement de l'industrie automobile qu'il faut aujourd'hui un petit peu contraindre à une reconversion. C'est un peu votre discours. Il y a eu un certain nombre de normes qui ont été imposées par l'Europe qui aujourd'hui pèsent dans les investissements des constructeurs européens, qui pèsent sur leurs marges. Est-ce qu'aujourd'hui, ce n'est pas aussi se tirer une balle dans le pied pour notre industrie automobile est-ce que, par exemple, l'Europe écoute suffisamment ce que les constructeurs disent sur... Alors, je sais ce que vous allez me dire. Il y a le lobby des constructeurs automobiles à Bruxelles, mais est-ce que demain, il n'y aura pas des licenciements, une industrie qui est aujourd'hui extrêmement tournée, c'est vrai, vers le thermique, mais qu'on ne peut pas reconvertir comme ça du jour au lendemain? On ne peut pas reconvertir du jour au lendemain. Très bonne question, c'est vrai. C'est la raison pour laquelle, pour la première fois, l'année prochaine, au sein du Parlement européen, nous montons le premier sommet européen de la reconversion de l'industrie automobile. Pourquoi? Tout simplement parce que les constructeurs automobiles ont les capacités technologiques pour reconvertir. Le problème, c'est que nos concurrents ne nous attendent pas. La Chine est là, les États-Unis sont là. Lorsqu'on me dit que, justement, des bus électriques made in China, des voitures électriques made in China pourraient venir en Europe, alors que nous avons tout, des constructeurs automobiles, des opérateurs d'infrastructures, des super universités, des start-upers, on a tout pour relancer nos filières. Et vous savez quoi? On a un plus en Europe. On sait faire du recyclage. Il n'y a pas de politique industrielle d'économie circulaire pour recycler tout ça. Il faut la lancer. Relancer un nouveau mix énergétique, c'est la nouveauté, c'est l'Europe qui doit le faire. De reconvertir. Nous avons 12 millions de salariés en Europe. Il faut les reconvertir sur un nouveau mix énergétique et les aussi, parce que la technologie va arriver dans ce secteur, ça va détruire des emplois, mais ça va créer de nouveaux. Donc tout ça, il faut le coordonner avec l'ensemble des acteurs, les collectivités qui n'attendent plus les États membres. Vous avez vu énormément aujourd'hui de villes. Bonjour Serge Auru. Énormément de villes décident face à l'immobilisme des États de prendre le changement climatique comme une priorité et faire en sorte qu'ils sortent des énergies fossiles, au point que, par exemple, en Allemagne, des villes saisissent la justice leur donne raison, Stuttgart, il y a Francfort, etc., qui aujourd'hui ont le droit d'interdire le diesel et les énergies fossiles. Moi, ce que je dis à l'industrie automobile, ne nous faites pas le chantage à l'emploi. Vous nous l'avez déjà fait. C'est peut-être pas un chantage, c'est peut-être une réalité. Non, vous nous l'avez déjà fait pendant 10 ans, et je peux vous le dire. Lorsqu'on a dit qu'il fallait réduire les gaz à effet de serre, notamment le CO2, on nous a dit « laissez-nous du temps ». On leur a donné 10 ans. Est-ce qu'ils les ont respectés? Non. Il a fallu avoir le scandale du Dieselgate, je suis bien placée pour le savoir, pour se dire « ah, là, on a un problème ». Donc maintenant, l'Europe a fixé un nouveau cap pour l'industrie automobile. D'ici 2030, ce n'est pas 20%, ce n'est pas 25%, ce sera 25% en moins de CO2 dans les nouveaux véhicules qui vont sortir des usines. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, moi je le dis, les gilets jaunes le montrent. Les gilets jaunes montrent aussi que les constructeurs automobiles, demain, la voiture sera plus petite et consommera moins et aura une nouvelle utilité. C'est sur ce genre de modèle qu'il va falloir investir. Maintenant, il faut aller dans la véritable transition énergétique. Et donc, les constructeurs automobiles, si vous m'écoutez aujourd'hui, je n'ai rien contre vous. Je veux juste qu'on se réconcilie parce que là, il y a urgence sur le climat, parce que la bataille du climat, c'est aussi la bataille de l'emploi. Et derrière, il y a aussi une usine, par exemple, en France, fait vivre une région, un territoire. Vous pensez à l'usine Bosch de Rodez? Oui, je pense aussi chez moi, dans le Nord-Pas-de-Calais. C'était pour me faire dire l'accent du Nord, c'est très bien. Chez moi, à Maubeuge, on installe aussi des usines. Mais ça fait vivre toute une région. Si demain, nous ne sommes pas adaptés avec nos concurrents qui vont aller beaucoup plus vite que nous,
je peux vous assurer qu'on met la clé sous la porte. Et là, on supprime des emplois. D'accord. Bon, Renault vient d'annoncer 200 millions d'investissements à l'usine de Maubeuge, vous devez être content. Pour l'année prochaine, il y a les élections européennes. Est-ce que la thématique, vraiment l'année prochaine, de l'écologie sera plus prégnante que les scrutins précédents? C'est quoi l'enjeu pour vous pour le prochain scrutin? Le prochain enjeu des élections européennes, oui, la thématique environnementale sera plus forte. Pourquoi? Parce qu'on a utilisé tous les mots. Toutes les personnes qui sont aujourd'hui avec nous dans cette salle le savent. On a dit, la maison brûle, on regarde ailleurs. Tous les indicateurs sont au rouge. On a dit qu'on dansait sur un volcan et on ne fait pas ce qu'il faut. L'Europe doit reprendre le leader sur la question climatique. Pourquoi? Parce que nous sommes dans un jeu aussi géopolitique. Les États-Unis, avec M. Trump, disent « mais il n'y a pas de réchauffement climatique », ce qui est dramatique pour notamment les Américains, mais ce qui est assez bien, ce sont les citoyens américains, et notamment les villes, qui prennent le lead. La Chine, moi je vais vous le dire, je reviens, alors j'ai pris l'avion, mais j'ai payé ma taxe carbone, j'y étais il y a 15 jours, mais tout le gouvernement chinois dit « nous voulons être le leader du climat ». Donc maintenant, l'enjeu climatique, c'est un enjeu qui doit être la priorité pour l'Europe, pas seulement pour le secteur des transports, même si le secteur des transports, il faut le dire, a été le grand oublié des COP. La COP 21, est-ce qu'il y a eu justement un focus sur les transports? Absolument pas. Donc maintenant, il faut que dans les COP, le secteur aérien comme le secteur maritime montent dans le train, je n'ai pas dit dans le TGV, montent dans le train et fassent aussi des efforts. Et l'Europe est un espace extraordinaire pour mettre en mouvement l'ensemble des acteurs, c'est-à-dire des acteurs comme les régions, les opérateurs de transport qui font de belles choses sur les territoires et faire en sorte que demain, la feuille de route, notamment sur les transports et sur l'ensemble des thématiques, soit prioritaire. C'est ça ma volonté, parce que derrière la question du réchauffement climatique, il y a la question du bien-être et que moi, ma priorité, c'est comment on va se battre contre la maladie du 21e siècle. La maladie du 21e siècle, on vous en parle quand il y a des pics, c'est la pollution de l'air. La pollution de l'air, et je rappelle ce chiffre qui est terrible, c'est 500 000 morts prématurées par an en Europe. On est en train de dessiner la catastrophe. Eh bien moi, je ne veux pas qu'on dessine la catastrophe. Je veux une Europe comme un monde où lorsqu'il fait beau, eh ben, les femmes enceintes, les enfants, les personnes âgées puissent aller dehors, respirer, au lieu de dire « bon, alors ceux qui font du jogging, vous rentrez chez vous, les femmes enceintes et les enfants, vous rentrez chez vous ». Ce n'est pas le monde dont j'ai envie. Aujourd'hui, il y a un regain de populisme, de nationalisme. Est-ce que pour vous, l'Europe, est-ce que c'est votre conviction, l'Europe est l'instrument du progrès écologique? Quelle est votre position là-dessus? L'Europe est un véritable levier de progrès si nous avions des politiques courageux. Aujourd'hui, malheureusement, beaucoup ont peur de leur ombre. On ne veut pas adopter telle fiscalité parce qu'il y a la question des populistes. On ne veut pas faire avancer des objectifs climatiques parce que derrière, il y a des intérêts de tel et tel secteur. Non, c'est terminé. L'Europe doit relancer son projet. Son projet, il doit le faire par deux choses qui sont très évidentes. C'est que sur nos territoires, partout en Europe, il y a des villes qui bougent, il y a des gens qui font des choses concrètes avec de super initiatives. Il y a aussi des créateurs, des inventeurs, des gens qui veulent que demain ça aille mieux et qui n'ont pas peur du futur. Pourquoi ? Parce que quand on est progressiste, on doit voir le futur avec optimisme, parce que les populistes, eux, préfèrent nous ramener dans le passé. Et dans le passé, eh ben, ce n'était pas toujours gai et bien en termes de solutions.